Bonjour à tous, bienvenue au 13h, voici le sommaire. Acteurs de la santé, journalistes, opérateurs économiques se prononcent sur les défis auxquels doit faire face le continent africain. C'est à l'occasion de la commémoration ce jour 25 mai de la Journée de l'Afrique. Vous suivrez les interventions dans cette édition. L'offre de formation technique en plein élan, le diplôme de technicien industriel dans les métiers innovants est lancé. Paris gagné pour le gouvernement. Les précisions sur les curricula de formation dans un instant. L'aboutissement des conclusions de la COP 15 nécessite la mobilisation des États à converger vers des efforts communs. Le secrétaire exécutif de la Convention en fait son cheval de bataille. Il nous en parle dans ce journal. Merci à tous de rester à notre écoute. Aujourd'hui, 25 mai, journée de l'Afrique. Une date retenue pour célébrer l'anniversaire de la signature des accords de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Une occasion pour chaque pays d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Et pour marquer l'événement, la rédaction donne la parole à plusieurs profils d'Africains, acteurs de la santé, journalistes, opérateurs économiques sur les défis qui attendent encore le continent. Et c'est une compilation de Ariane Da Silva. Nous avons un continent magnifique qui est riche et aujourd'hui les défis sont multiples. Il faut qu'on travaille encore davantage sur la partie énergétique. Il y a des défis sécuritaires qui sont en train de se poser dans certaines régions de notre continent. Mais ce qui constitue en fait la bombe à retardement pour notre continent, c'est cette énorme jeunesse que nous avons qui n'est pas au travail et pourtant qui est formée. La question de la gouvernance me semble être le plus important parce qu'on voit que les critiques qui sont souvent portées contre le gouvernement, les régimes, portent souvent sur la question de la démocratie. Or, la sève nourricière de la démocratie, c'est la gouvernance, la transparence dans la gestion de la chose publique, la reddition des comptes, la justice sociale et même l'existence des médias indépendants et très libres. Je suis d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes un ensemble de 15 pays qui se sont réunis pour faire la CEDEAO. On n'arrive toujours pas à avoir une monnaie commune, puisque dans l'UEMOA, nous n'avons que 8 pays. Il y a tout un tas de sous-ensembles régionaux comme ça en Afrique. Et nous aimerions bien qu'un jour ou l'autre, on arrive à ce que tout le monde parle d'une même voix. Si réellement il y avait des volontés politiques pour ce faire, il y aurait beaucoup de choses qui auraient déjà abouti. Dans le domaine de la santé, je reconnais que nos cliniciens reçoivent certes une formation approfondie, mais je pense qu'il manque un peu de mise à jour. Alors je pense que nos gouvernements doivent penser au renforcement des capacités de nos praticiens. Nous devons aussi penser à investir dans les recherches scientifiques. Nous devons penser à investir dans des laboratoires scientifiques. L'Afrique doit avoir ses propres laboratoires scientifiques, faire ses propres recherches scientifiques. Alors parmi les plus grands défis, je dirais la sécurité, la lutte contre le terrorisme dont nous parlons beaucoup, mais il y a aussi un autre volet, et non des moindres, c'est celui de la sécurité alimentaire. Notre continent est largement touché par les changements climatiques dont nous subissons déjà les effets. La sécheresse en Afrique australe et dans la Corne de l'Afrique. Et il y a, à contrario, les inondations qui touchent l'Afrique de l'Ouest. Et puis il y a aussi, bien évidemment, l'accès à l'eau potable. De nombreux pays, encore au jour d'aujourd'hui, n'ont pas accès à l'eau potable. Et ceci pour dire, il faut qu'on se relève les manches, parce que ce n'est pas qu'une affaire de politique, c'est une affaire qui nous touche tous dans notre quotidien. Comment atténuer les effets des changements climatiques, c'est très important, c'est un défi majeur. Faire une transition énergétique, utiliser des énergies beaucoup plus saines. Non seulement nous avons besoin de finances, mais aussi de technologies, de compétences pour pouvoir faire une meilleure transition énergétique.
23 mai 2021, 23 mai 2022, un an déjà que le président Patrice Talon a prêté serment pour son second mandat. Un an que le président a promis au peuple béninois de s'investir davantage dans le social. Quel bilan en fait-on après un an de gouvernance sociale? Voici la réponse d'un acteur et observateur de la vie politique, Lucien Medjiko. Il est au micro de René Kofi. Nous pourrons qu'être fiers parce que ça fait un an aujourd'hui nous étions tous à Porto Novo pour qu'il prête serment. La continuité du premier mandat se constate. La cherté de vie est une épidémie. Elle est mondiale. Nous devons nous mettre ensemble, conjuguer nos efforts dans nos champs. Agriculteurs, pêcheurs, cotonculteurs, nous devons pouvoir conjurer cette cherté de vie en travaillant, en mobilisant nos ressources matérielles, intellectuelles, et religieuses. Donc prions pour le pouvoir, surtout pour le président Patrice Talon, afin que sa politique sociale soit effectivement une réalité. Lancement du DTI, un pari gagné pour le gouvernement béninois avec le lancement du diplôme de technicien industriel dans des métiers innovants tels que développeur web et mobile, producteur média, comptabilité, mercanticien et électronique appliquée. Au total, 91 candidats repartis dans 6 filières, dont 4 nouvelles se sont présentées. Et la première phase de l'examen s'est déroulée sans accroc et pour le lancement, le lycée technique et professionnel de Bopa était à l'honneur. Jennifer Sachivi et Yves Godoupessi pour le reportage. C'est la première phase de la composition du DTI, ici au lycée technique et professionnel de Bopa. 3 ans après sa création, cet établissement est le premier centre dans le département du Mono où se déroule l'examen pour l'obtention du diplôme de technicien industriel. Un avantage pour les apprenants. Je suis fier parce qu'on n'a pas eu de problème à se déplacer dans une autre chose et commune dans une autre commune pour composer. Pour cette première phrase, je peux confirmer que l'épreuve est abordable et aussi compréhensible. En dehors des filières classiques, les candidats du lycée technique et professionnel de Bopa ont également composé dans de nouveaux métiers orientés pour la plupart vers la technologie. Aujourd'hui, dans le domaine de l'agriculture, on utilise des applications pour savoir, par exemple, quand est-ce qu'il doit pleuvoir, etc. Cela voudra dire que nos apprenants que nous formons ici peuvent contribuer dans divers domaines à faire du Bénin un État qui se positionne pour le développement. Durant leur cursus, les candidats ont également bénéficié de rudiments leur permettant de mieux s'outiller pour faire valoir les compétences acquises, ceci en tenant compte des normes actuelles sur le marché de l'emploi. La première promotion du lycée technique et professionnel de Bopa planche également pour ce DTI. Les candidats ont composé au sein de leur établissement une première dans le département du Mono où les candidats étaient autrefois obligés de se rendre dans d'autres communes pour composer. Le préfet du département du Mono s'en réjouit. Procéder aujourd'hui au lancement de cet examen avec cette première promotion qui compose son diplôme de technicien industriel, pour nous c'est la consécration d'une victoire. Une victoire en ce sens que, au début, personne n'y avait cru. Le chef d'État y a cru, a donné les moyens pour qu'on puisse implanter ce centre de formation. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la sortie de la toute première promotion. Donc, je crois que, en tant que première autorité du département, un département qui excelle ou qui se positionne comme un pôle d'excellence, je trouve que c'est une satisfaction, mais en même temps une motivation à encourager beaucoup plus les parents surtout, à orienter les enfants vers ces filières qui sont beaucoup plus porteuses d'avenir, car quand on sort de ces genres de formation, on n'a pas à attendre l'emploi, on a à créer, et donc une nouvelle source de création de richesse qui s'ouvre à nous, pour nous mettre sur le marché des gens aussi compétitifs que ingénieux pour répondre aux exigences du marché qui a plus besoin de gens qui ont ces formations que de l'enseignement général que nous avons vécu depuis notre sortie ou notre accession à la souveraineté nationale. Et à l'endroit des candidats, je voudrais exhorter et formuler le vœu que j'ai l'habitude de former, c'est que nous sommes un centre de référence ici dans le département de Mono. Je reste donc dans l'espoir que nous amènerons les meilleurs résultats
Et à l'endroit du gouvernement, je voudrais non seulement adresser mes félicitations et mes remerciements, mais formuler également le vœu de voir que le centre devient un centre de référence pour accueillir tous les candidats aux filières techniques et professionnelles dans cet examen de DTI pour les années à venir. Et pendant que se développe l'offre de formation et de compétences techniques au Bénin, des efforts sont aussi déployés pour améliorer l'enseignement secondaire. Un projet dédié à cet effet prend fin. Il s'agit du projet d'appui à l'enseignement secondaire. Ces acquis sont tels que les acteurs éducatifs souhaitent qu'ils s'enracinent davantage. Ils ont fait le bilan à Cotonou sous les yeux de Lénaïk Agbazaou et Françoise Nissou. Un projet dont la mise en œuvre a connu un succès éclatant, avec des résultats au-delà des attentes. C'est l'heure du bilan pour le comité de pilotage du PASB, le projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin. C'est l'un des projets phares du secteur de l'éducation. Le bilan, a priori, est globalement reluisant. Je suis convaincu qu'à la fin de nos travaux, vos recommandations permettront d'assurer la pérennisation des acquis et ouvriront de nouvelles perspectives pour leur consolidation. Le projet est arrivé à son achèvement technique le 31 décembre 2021. Et c'est un projet qui a beaucoup impacté le secteur de l'éducation. Parce que c'est un projet qui, au-delà de la construction des infrastructures, est allé dans une dynamique d'accompagnement des réformes en cours. Les réformes sur la qualité des enseignements, les réformes sur la gouvernance des établissements. Le projet a permis de mettre en place des cadres structurants, des cadres d'activité pour apporter des réponses à court, moyen et long terme et dans une dynamique d'inclusivité. Le PASB résulte d'une convention signée entre la France et le Bénin. L'Agence française de développement se réjouit de ces résultats. J'aimerais réitérer encore l'engagement de la France à travers l'Agence française de développement pour son appui et sa disponibilité aux côtés de la République du Bénin pour le renforcement du système éducatif. Une satisfaction pour tous les acteurs impliqués dans l'exécution du PASB qui clôture officiellement ses activités le 30 juin prochain. Un autre projet au profit du secteur éducatif au Bénin, le projet SWED. Maintenir les filles dans le système éducatif, c'est l'ambition du gouvernement béninois qui se concrétise par la mise en place du projet SWED, un projet financé par la Banque mondiale. Au total, 120 étudiantes qui vivent dans des conditions de vulnérabilité ont reçu des bourses. Le lancement de l'opération s'est déroulé ce lundi sur le campus d'Abomey-Calavi. Gilles Dansou, Daniel Lada pour les précisions. Sortir les filles vulnérables de la précarité, c'est l'ambition du projet SWED, spécialement dans son volet maintien des filles dans le système éducatif. 120 étudiantes ont été sélectionnées pour cette phase. Le projet SWED est une initiative du gouvernement béninois financée par la Banque mondiale. Cette intervention trouve toute son originalité dans le profil des bénéficiaires qui sont des étudiantes, des filles vulnérables ayant bravé les contraintes de la vie courante pour accéder à ce haut lieu de savoir où les conditions d'hébergement, d'alimentation et même d'études ne sont pas toujours les plus optimales. C'est le lieu pour moi de saluer la vision éclairée du chef de l'État, le président Patrice Talon, pour avoir inscrit ce projet SWED dans le programme d'action du gouvernement afin d'accélérer les initiatives de promotion et de protection des filles et des femmes. Les statistiques montrent que 20% seulement des filles ont accès à l'université après le bac. Une tendance à corriger. La majorité n'accède pas à l'université faute de moyens, de déperdition, de changements et de situations diverses. Dans la perspective d'encourager et d'accompagner les filles qui n'ont pas forcément grandi dans les conditions les plus favorables, mais qui font l'effort de travailler, de donner le meilleur d'elles-mêmes et même de s'inscrire à l'université après le bac, le gouvernement du Bénin a négocié l'intervention du projet SWED pour leur prise en compte à travers l'octroi de la bourse. Les récipiendaires promettent d'aller plus loin, une manière pour elles de dire merci.
Une légumineuse qui prélève de l'azote de l'air et le transfère au sol. Il s'agit bien du soja. Une recherche de thèse s'est penchée sur le sujet. Elle démontre le pouvoir optimisé du soja à fertiliser le sol avec l'azote atmosphérique par une technique d'inoculation. Les enseignements dans le sujet de William Choki. Des feuilles bien touffues et bien vertes d'un champ de soja inoculé à Biro, dans la commune de Niki. Cette partie-là, il a respecté donc l'efficacement et donc il a installé son champ. Une expérience témoin, une mise à échelle de la biotechnologie microbienne, une expérience réussie en somme, objet de longues années de recherche, et l'impétrant livre d'autres avantages pour la légumineuse et le sol. Les études antérieures avaient déjà permis de mettre en évidence un type de micro-organisme, une bactérie qu'on appelle le rhizobium, qui permet une bonne productivité du soja. Mais cette fois-ci, vu que les éléments essentiels sont le NP et le K, on s'est attaqué sur le phosphore. Et l'idée, c'était de voir comment utiliser cette flore microbienne tout en réduisant l'apport du phosphore sous forme d'engrais chimiques. Donc c'était ça un peu qui nous a poussé à explorer cette diversité présente gratuitement dans nos sols. Il s'agit d'une technique d'inoculation pour améliorer la nutrition, la fixation d'azote atmosphérique, des minéraux qui manquent à la terre, des biofertilisants pour améliorer le rendement du soja et d'autres spéculations agricoles. On a constaté avec ces résultats que dans certains cas, il avait jusqu'à plus de 300%, je crois, d'augmentation de rendement, ce qui est important, en réduisant aussi les quantités d'engrais utilisés. Cette étude que nous faisons permet donc de trouver une biotechnologie microbienne des champignons mycorhiziens pour, en complément avec l'inoculation rhizobienne, donc de gérer le problème donc de la nutrition de l'azote et du phosphore sans obligatoirement apporter donc des engrais minéraux au système. Le soja, objet d'étude, constitue 40% de la production totale de légumineuses. Il représente aussi la 4e source de devises du secteur agricole, derrière le coton, l'anacarde et l'ananas. Préservation des terres, on en a parlé à la COP 15 d'Abidjan, mais le plus dur commence après les conclusions. Les défis résident dans la capacité à mobiliser les différents pays à converger vers des efforts communs. Et le secrétaire exécutif de la Convention sur la lutte contre la désertification en a fait une ambition. Il s'est confié à William Choki. En tant que secrétaire exécutif, mon rôle, c'est de créer une plateforme pour que les négociateurs puissent travailler. Vous savez, le cadre multilatéral est extrêmement important dans ces discussions. Vous avez des gens qui viennent de l'Asie, d'autres qui viennent des îles Pacifiques ou des îles Caraïbes ou de l'Afrique. Et ils ont cette COP comme unique plateforme. Et donc, mon rôle, c'est de créer cette plateforme. Mais bien sûr, en tant que secrétaire exécutif, j'ai aussi des ambitions par rapport à la Convention pour qu'elle soit beaucoup plus visible, pour qu'elle ait une contribution beaucoup plus effective aux questions de développement dans le monde et pour qu'elle contribue à sauver la planète. Nous sommes terriens, nous vivons sur Terre, nous avons des activités humaines qui sont essentiellement sur Terre et ces activités humaines ont conduit à une dégradation de 40% des terres émergées dans le monde. Et ceci est une voie qui n'est pas viable à long terme, puisque la population mondiale augmente et les ressources sont en train de diminuer. Donc nous avons atteint un point d'inflexion depuis très longtemps et qu'il faut redresser la barre. J'ai aussi des phénomènes épisodiques mais extrêmement violents comme les sécheresses qui surviennent de plus en plus fréquemment dans le monde et qui, s'ils touchent des populations vulnérables, ont des conséquences dramatiques sur la vie humaine, sur l'économie. Vous savez, toutes les années de sécheresse dans ces pays-là ont coïncidé avec des années d'économie, de baisse économique dans les pays, avec parfois des déficits extrêmement graves. Donc oui, c'est des sujets que l'on traite aujourd'hui qui sont peut-être considérés comme étant des sujets environnementaux et écologiques, mais qui sont profondément ancrés dans la société et dans l'économie des pays.
Et justement, voici une alerte des acteurs du monde forestier sur la pression que subit la biodiversité. Les documents indiquent la disparition de plusieurs centaines d'espèces au Bénin. Il faut inverser la tendance en suscitant une prise de conscience de tous en faveur de la préservation de la biodiversité. Une rencontre est initiée entre acteurs de ce secteur à Cotonou. Le compte rendu avec Koudous Abdoulaye et Ramatoulawani. Bâtir un avenir commun à toutes les formes de vie, un idéal qui préoccupe ces acteurs du monde forestier. Mais un préalable, la préservation de la biodiversité. Les signaux sont au rouge, d'où la nécessité d'inverser la tendance. C'est dans l'objectif de faire prendre conscience à chaque individu du rôle qu'il a joué dans la conservation de la biodiversité que la Convention sur la diversité biologique a proposé comme thème de cette 29e journée internationale de la biodiversité, je cite, « Building a shared future for all life ». Le Bénin s'est empressé de ratifier en 1994 la Convention sur la biodiversité signée en 1992. Et depuis, la question de la préservation de la biodiversité constitue son cheval de bataille. Notre pays, le Bénin, a l'obligation de poursuivre les efforts de conservation de la flore et de la faune avec une attention particulière sur les nombreuses potentialités dont regorgent nos écosystèmes forestiers. Pour y parvenir, tout le monde est donc invité à jouer sa partition. La biodiversité fait face à une menace sans précédent au Bénin. Le 6e rapport national sur l'état de la biodiversité indique la disparition de centaines d'espèces. La pertinence de cette rencontre entre acteurs pour esquisser des pistes de solutions. Discorde sur les tests dans le monde des médias au Bénin. Ça gronde entre le syndicat de l'audiovisuel public et les organisations fêtières des médias. En cause, un rapport à polémique issu de la relecture des tests censés réorganiser l'univers médiatique du Bénin. Les acteurs des médias publics accusent le comité dédié à la relecture de les avoir mis à l'écart des irrégularités dénoncées au cours d'une conférence de presse hier. Alessandra Dottan nous en donne les précisions. Nous sommes obligés de la fermer à des moments donnés. Mais ce n'est pas pour ça qu'à des moments donnés, lorsque nous nous sentons lésés, nous nous sentons brimés, nous n'allons pas prendre la parole. Les travailleurs de l'audiovisuel public du Bénin en ont gros sur le cœur, ce qui justifie la sortie du bureau du Centrap Bénin. En cause, les travaux du comité mis en place par l'Assemblée spéciale constituée de l'UPMB et du CNPA pour la relecture de divers tests relatifs à la corporation. Nous avons beaucoup de choses que nous reprochons à ce travail. Déjà dans la forme où le processus qui a mené à l'élaboration de ce test ou des tests qui ont été déposés ou de rapports si vous voulez, nous du public ou encore spécifiquement de l'ORTB, nous ne nous sentons pas concernés parce que on n'a pas été pris en compte. C'est vrai, il y a eu un représentant du CNPA qu'on nous attribue comme étant représentant de l'ORTB. C'est un ancien directeur général qui a déjà fait valoir ses droits à la retraite. Il y a un certain nombre de personnalités qui ont été écoutées par le comité des anciens présidents de l'UPMB, anciens présidents du CNPA. Mais vous constatez qu'il n'y a personne de l'ORTB qui a été pris en compte. On fait des centaines de professionnels des médias. Est-ce qu'on doit faire ce travail-là et nous laisser en rade? Dans sa démarche, le Centrap Bénin a le soutien du syndicat des travailleurs de la presse écrite publique, l'ONIP en l'occurrence. Comme l'EG l'a dit, ne voulons pas jeter l'eau avec le bébé. Tout ce que nous demandons, c'est qu'on nous écoute, qu'on nous associe et que le travail soit fait avec nous. C'est avec nous ou avec nous. Sans nous, il n'y a rien. Et il n'y aura rien. Nous sommes prêts pour ça. Mais nous tendons la main.
Le Centrap Bénin prend à témoin l'opinion publique des déconvenus que cette situation pourrait engendrer. Il sollicite d'ores et déjà le report de l'atelier de validation du rapport controversé prévu pour vendredi prochain. Troisième conférence mondiale sur la prévention des conflits. C'est l'initiative du vizir Olofinji Akande, président fondateur de l'organisation internationale non gouvernementale Africa Culture International Institute. Une initiative de longue haleine prévue pour s'étaler sur plusieurs années avec pour but ultime la promotion de la paix. Lénaïk Akbazaou et Françoise Insou nous en disent plus. C'est une rencontre annonciatrice de la 3e conférence mondiale sur la prévention des conflits. Une initiative portée par Africa Culture International. Nous étions à Gbaliaye, nous étions à Ouida. Aujourd'hui, nous sommes à Cotonou. Après-demain, nous repartons à Gbaliaye pour ceux qui sont venus de très loin. Et après, on va programmer Paris, on va programmer Nigeria, on va programmer le Sénégal. Tout ça, c'est pour préparer la 3e conférence proprement dite qui aura lieu du 21 au 25 mai 2023 avec des panels. Du 21 au 25 mai 2025, on va clôturer l'an 7, l'an 8, l'an 9 et l'an 10 de la décennie des Nations Unies consacrée aux personnes d'ascendance africaine. Tel est le thème de la conférence. Donc notre souhait, c'est une société plus fraternelle. Notre souhait, c'est la réconciliation universelle. Tout en rendant hommage aux ancêtres africains déportés et réduits à l'esclavage, pour lesquels nous sommes en train de construire une cité de la Renaissance africaine, une cité sur 600 000 hectares qui prend une partie du Bénin et une partie du Nigeria. L'Institut du millénaire pour le développement local, MILD ONG, est le principal partenaire de Africa Culture International pour la réussite de l'événement. Le dialogue entre acteurs et autres animateurs de la vie publique, c'est le point de départ de toute œuvre en faveur de la paix. Le panafricanisme et le dialogue interreligieux sont des valeurs prônées par Africa Culture International et son président fondateur reste attaché à la philosophie de la Renaissance africaine. Après les communes d'Ifani en 2020 et de Kétou en 2021, c'est au tour de la commune d'Adjawéré d'abriter la 3e édition de l'initiative dite Kokumolu du parti Union Progressiste. À cette occasion, toutes les forces vives de l'Union Progressiste du Plateau et les coordonnateurs départementaux Ouémé Plateau se sont retrouvés dimanche dernier à la maison des jeunes d'Adjawéré, avec en tête les stratégies pour une participation réussie aux législatives de janvier 2023. 2 communications ont sanctionné la 3e édition de l'initiative dite Kokumolu à Adjawéré. Une première sur la municipalité face à la réforme sur la gestion de l'administration territoriale. Quelle implication sur les comportements des maires et conseillers communaux. Puis la deuxième sur Kokumolu 1 et 2. Point de la mise en œuvre des principales recommandations. Tout ceci pour une meilleure préparation des militants UP du Plateau aux législatives de janvier 2023 avec pour rappel quelques idéaux du parti. Notre parti, c'est d'abord un parti de masse, c'est-à-dire c'est pour nous tous. Notre parti est un parti démocratique. Notre parti est un parti de travail et la lutte contre la corruption. Pour le développement et le rayonnement du département du Plateau, il est nécessaire que la gestion des communes change. Je vous demande de penser à des programmes dynamiques, des programmes innovants. Si vous ne le faites pas, c'est un échec qui vous sera imputé. Vous devez pouvoir compter aussi sur vos propres forces, c'est-à-dire sur les ressources propres que vous devez mobiliser et que vous devez mieux mobiliser. À la fin des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées dans la réédition et la pérennisation de l'initiative Kokumolu. Une initiative née de la volonté de la coordination départementale UP du Plateau qui vise à examiner les différentes stratégies de mobilisation de ressources financières au profit du fonctionnement du parti dans le département. Fin de cette édition. Merci mesdames, messieurs de l'avoir suivi.